bienvenue à tous. Là, on est très heureux de vous retrouver dans cette forme qu'on a mis en place depuis un peu plus d'une année. Donc ce soir pour ce focus, on vous propose, comme tous les focus, de vous parler d'une technique d'intervention. Pas seulement en parler, vous en donner le témoignage, à la fois en vous montrant concrètement ici comment on peut l'utiliser et surtout en pouvant nous appuyer sur notre propre clinique et avec des expériences cliniques illustrer cet outil. Depuis les premiers focus, on a fait des focus autour des objets analogiques. Il y a eu les bouchons, il y a eu la chaise vide. Vous voyez, ça c'est des objets analogiques parce que c'est des objets qui sont des véritables outils d'intervention, des outils pour explorer les relations. Et puis la fois dernière, on a travaillé sur le questionnement circulaire. Et là, déjà, on changeait de dimension, puisque c'était plus un outil concret qu'on pouvait manipuler, mais un outil processuel, c'est-à-dire comment, grâce à cet outil, nous pouvions soutenir une intervention systémique dans un entretien. Ce soir, on va vous parler du recadrage, et notamment du recadrage systémique. C'est pour nous un véritable challenge parce que le recadrage se fait en direct avec les personnes. Et on ne peut pas imaginer à l'avance un recadrage. C'est pas un recadrage, ça. Donc il y a quelque chose de difficile à traduire. Voilà. Et donc on s'est dit qu'on allait essayer quand même de vous passer cette information. C'est quoi un recadrage systémique ? Peut-être avant, là je vous ai parlé des focus, mais vous dire que les focus s'intègrent dans les événements de notre association IESCO Forcifa. Je vous rappelle deux mots de l'association qui a trois objectifs. Un, développer l'approche systémique, donc ça c'est souvent par les formations ou l'analyse de la pratique. Mais le deuxième objectif de l'association, c'est de mettre en place un réseau. Et ce soir, avec ce focus, vraiment, on est en train d'activer un réseau. On sait qu'il y a des équipes entières qui se rassemblent devant la télé ou le vidéoprojecteur et qui regardent et qui échangent. Donc vous voyez, ça met vraiment en lien. Un peu comme les conférences, un peu comme les journées systémiques. Et puis aussi le troisième objectif de l'association, c'est de développer la recherche. Et pour préparer ce focus, effectivement, on a été amené à réfléchir, pour nous, c'est quoi le recadrage systémique. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a, entre guillemets, un peu créé pour cette soirée. Et on va vous le présenter. Alors, avant, il faut que je vous dise quelque chose qui est important. C'est qu'on vous présente des outils, mais quelque chose, c'est pas parce qu'on utilise un outil systémique qu'on fait une intervention systémique. C'est deux choses différentes. Voilà. Et donc, c'est important pour nous de rappeler ça. C'est qu'on vous présente quelque chose, que vous puissiez l'introduire dans votre pratique. Néanmoins, avec cette petite différence, par exemple, c'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, un tournevis que vous êtes menuisier, ou un rabot, ça serait plus exact, un rabot que vous êtes menuisier. Voilà, c'est pas parce que vous allez utiliser la technique du recadrage que vous êtes systémicien. En nommant ça, peut-être que d'emblée vous pouvez dire, tiens, est-ce que là je ne serais pas en train de faire un recadrage ? Et voilà, et à ce moment-là, vous voyez, je suis en train de me tourner vers ma gauche. Oui, parce que en fait, c'est pas exactement un recadrage ce que tu fais là, mais ça a à voir avec le recadrage. C'est-à-dire tu proposes un cadre à l'intérieur duquel tu invites les internautes connectés ce soir à percevoir ce qu'on va leur proposer. En fait, si on parle de recadrage, à cet instant, ce sont eux qui ont la main pour faire un recadrage, sauf qu'on a coupé leur micro, mais ce sont eux qui ont la main pour faire un recadrage. Il faut bien comprendre ça, c'est que pour qu'il y ait un recadrage, il faut d'abord qu'il y ait un cadrage, c'est-à-dire un cadre dans lequel une personne donnée va percevoir la réalité. Ok. Merci pour la précision. Là, vous voyez, le cadre est en train de s'ouvrir. Dans un premier temps, je parlais tout seul, et vous êtes peut-être dit, tiens, c'est bizarre, parce que d'habitude, les autres focus, ils étaient trois. Et là, il est tout seul en train de parler. Et là, vous vous êtes dit, tiens, c'est Damien Légère, le directeur de Forcifa, donc peut-être qu'il a pris le focus et il intervient tout seul. Peut-être que vous êtes raconté cette histoire en vous disant, oh là là, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer. Il est ennuyeux, ce gars. Peut-être que vous vous êtes dit, ah, chouette, je vais pouvoir avoir un tête-à-tête avec lui.
Toutes les histoires sont possibles. Et donc je vous invite juste de regarder, voilà, là il y a une ouverture de cadre et on change d'histoire. Et donc vous voyez à ce moment-là Fabrice qui est à côté de moi et puis peut-être vous racontez une autre histoire en vous disant ah oui, j'ai bien vu Damien tout à l'heure, il a fourché, il était un peu tendu et puis il regardait quand même sur sa gauche et là vous découvrez c'est Fabrice Epo qui est responsable pédagogique à Forcifa et peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben oui, Fabrice, il soutient Damien, il est prêt à bondir, à dégainer s'il y a un problème, s'il n'est pas clair, s'il a besoin d'être soutenu. Fabrice est là. En fait, je viens surtout pour éviter que vous soyez en tête-à-tête avec Damien. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc en tout cas, vous voyez, on ouvre le cadre et vous êtes en train de vous inventer une autre histoire. Et je vais vous inviter à être très sensible aux histoires que vous êtes en train de vous raconter et surtout, comment ça vous touche? Dans quel état émotionnel ça vous met? Là, par exemple, d'ouvrir le cadre et de nous découvrir tous les deux. Mais en réalité, on n'est pas que deux. Voilà. Et si on ouvre un peu plus le cadre, hop, vous découvrez, à côté de Fabrice, Jean-Luc Bailly. Jean-Luc qui est aussi formateur à Forcifa. Et il y a quelque chose aussi, en plus de leur travail à Forcifa, c'est que Fabrice et Jean-Luc sont co-thérapeutes à Côté Famille, le centre de thérapie familiale systémique de Nantes. Et là, vous êtes peut-être en train de vous raconter une autre histoire. Vous regardez Jean-Luc qui regarde Fabrice. Et peut-être que vous êtes en train et que Fabrice me regarde. Et peut-être là que Jean-Luc est en train de se dire oh là là, j'espère que ce qu'on va dire, on va pouvoir éclairer sur notre pratique. J'espère qu'on va être suffisamment clair dans nos représentations, dans nos témoignages. Et vous voyez que là, il y a quelque chose qui est en train de circuler autour d'une pression. On ouvre le cadre, on s'invente encore une autre histoire. À vrai dire, moi je suis là surtout pour surveiller Fabrice pour qu'il ne soit pas trop proche de toi. D'accord. Encore une nouvelle histoire. Mais on n'est pas que trois, on n'est pas trois, voilà. Derrière nous, il y a une équipe. Voilà. Et là, ce soir, on sent toute notre équipe qui est avec nous. L'équipe qui est composée des collègues du pôle administratif, de l'équipe administrative qui accueille des stagiaires, qui permettent les bonnes inscriptions, les formations de groupe, mais également aussi toute l'équipe pédagogique avec tous nos collègues qui interviennent à Forcifa, et puis également le conseil d'administration, puisque nous sommes une association. Et donc on sent toutes ces personnes qui sont autour de nous, particulièrement ce soir, parce que nous sommes inscrits tous ensemble dans un projet d'écrire un livre autour de l'intervention systémique processuelle. Et là, ce soir, on est en train d'avancer un petit peu sur l'écriture de notre livre. Donc, en plus de nous trois, il y a des personnes qui sont loin, mais qui sont très présentes. Mais on peut ouvrir le cadre, parce qu'on n'est pas que ces membres-là. Là, à cet instant, je vois quelqu'un derrière la caméra qui s'agite. Et plus elle s'agite, plus je vois Jean-Luc, plus je vois Fabrice qui sont concentrés sur le micro, qui sont concentrés sur ma parole. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est Lisa qui est derrière la caméra. Parce que pour faire un focus, il faut bien quelqu'un qui cadre, qui zoome, qui réponde aux messages. Et donc je vois Lisa qui s'active drôlement, et plus elle s'active, plus ça vient modifier ma manière de parler, plus Fabrice est à l'écoute, plus Jean-Luc est à l'écoute aussi. Et donc là je vais donner la parole à Lisa quelques instants. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Lisa, je me présente, je suis la chargée de communication et également événementielle / qualité / un peu informatique de Forcifa. Donc, je suis là pour vous rappeler juste les parties un peu techniques en fait de la visio. Donc, si vous n'arrivez pas à voir l'image, vous n'arrivez pas à voir le son, nous, c'est problématique à distance de pouvoir vous dépanner. Donc, n'hésitez pas à quitter la visio et à y revenir. Des fois, ça peut changer et puis hop, tout va se refaire. Il y a la partie conversation ou questions-réponses où là vous pourrez en fait mettre vos questions tout au long du focus, et à la fin en fait du focus nous permettrons en fait d'y répondre. On n'est pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions, mais on essaiera en fait de faire au mieux. Sinon, vous n'hésitez pas, votre espace c'est l'espace conversation de la réunion, donc n'hésitez pas à pouvoir parler librement, poser des questions tout au long de ce focus. Et en plus, on regardera ça avec attention à la fin en fait de cette visio. Je vais retourner derrière mon écran, donc derrière en fait la caméra, et donc je prends avec moi également l'équipe, parce que l'équipe ils nous soutiennent, mais ils sont pas là physiquement, donc je pars avec eux parce que eux ils nous regardent en fait derrière l'écran. Hop.
Ok. Donc là, on est en train d'ouvrir le cadre. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce cadre-là, parce qu'effectivement, il y a bien Lisa derrière la caméra. Encore une fois, je vous invite à être sensible à l'histoire que vous êtes en train de vous raconter, plus ce cadre s'ouvre. Il n'y a pas que Lisa, il n'y a pas que l'équipe, il y a vous également. Vous êtes derrière vos écrans à nous regarder. Peut-être que vous êtes très loin, néanmoins, vous êtes très présent pour nous, présent dans notre esprit. Et pour tout vous dire, on a un écran de contrôle sur notre droite. Et donc régulièrement, je pense qu'on va pouvoir aller regarder, nous, cet écran de contrôle, pour voir s'il y a des questions, s'il y a... voilà. Donc en tout cas, vous êtes très présent. Et forcément, là, on voit qu'on ouvre au maximum le cadre. Plus on ouvre le cadre, plus on donne de sens. Voilà. Alors, pendant que Lisa est en train de régler le micro, Jean-Luc, est-ce que tu pourrais commencer là ce soir par nous donner une définition? C'est quoi un cadrage? C'est quoi le cadrage comme technique? Comment ça se définit? Bon, c'est une histoire de cadre. Voilà. Une histoire de cadre, ça a une histoire, et l'histoire, il faut bien la raconter, puisque au fond, on va partir de la définition de ce qu'est le recadrage historiquement, et on trouve cette définition en fait dans le bouquin de Paul Václavic, Richard Fish et John Wickland, qu'on appelle Changement, paradoxe et psychothérapie. Donc Lisa va vous projeter la définition exacte de ce qu'est un recadrage. Et puis on va en dire un mot sur comment ça prend place dans la clinique. Donc le recadrage permet de modifier le contexte conceptuel et ou émotionnel d'une situation, ou le point de vue selon lequel elle est vécue, en la plaçant dans un autre cadre qui correspond aussi bien, ou même mieux, au fait de cette situation concrète, dont le sens par conséquent change complètement. On pourrait dire que le recadrage est dès lors tout ce qui modifie pour un patient ou une famille, ou un couple au fond, son modèle de représentation de la réalité. Et ça c'est très important parce que on est bien sur le terme de représentation. Une représentation n'est pas la réalité, on y reviendra. Si on le dit un peu autrement, c'est comme si le recadrage en fait était un processus qui permet à une personne de passer d'une représentation, une première représentation, à une autre représentation. Ça suppose que cette représentation qu'il a en premier lieu, qui correspond probablement à quelque chose qu'il a perçu et qu'il formalise un peu dans sa manière de voir les choses, son point de vue on pourrait dire, c'est quelque chose qui va être modifiable par l'intervention d'un tiers. Alors cliniquement, ça pourrait correspondre à quoi? Juste pour vous donner un exemple, imaginons qu'une personne vienne voir un intervenant et que celle-ci étant dans une forme de burn-out, ou en tout cas dans quelque chose qui est difficile au travail. Celle-ci pourrait se trouver nulle, enfin avoir une représentation d'elle-même, qu'elle n'est pas compétente, et elle arrive avec ça. C'est-à-dire qu'elle va dire à l'intervenant, je me sens très nulle et je me sens vraiment épuisé par tout ce travail. Et l'intervenant lui-même pourrait, au fond, lui répondre. Alors, bien sûr, ça suppose qu'il y a un processus d'affiliation, une relation qui soit engagée, et surtout de la sécurité relationnelle, avant même qu'il place cette phrase de recadrage. Mais il pourrait lui proposer, au fond, que son corps vient lui raconter qu'il est temps pour lui de se reposer et de prendre le temps, peut-être, de réfléchir à une autre solution. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu comme si l'intervenant venait recadrer la nullité en une compétence, son corps a une compétence de lui indiquer ou lui donner de l'information, et l'épuisement lui-même est recadré comme une occasion particulière pour lui de prendre le temps de réfléchir à d'autres solutions. Okay. On fait, donc qu'est-ce qui a été modifié? C'est que la première représentation qui est « je suis nul, je suis fatigué », etc., ce qui est la représentation et qui est indéniable, ce sont des faits. C'est basé sur des faits que perçoit la personne. Et ça, le recadrage ne vient pas toucher aux faits. Ça, c'est fondamental parce qu'on vient bien travailler sur la représentation des faits et non pas sur les faits eux-mêmes. Voilà. D'accord, donc c'est un passage d'une représentation à une autre, à partir des mêmes faits, mais on les regarde sous un autre angle, c'est ça? C'est ça, on pourrait dire exactement. Ça. Ok.
Mais tu parles de Václavic, effectivement, c'est beaucoup lui qui a parlé de recadrage, mais ça lui est venu d'où? Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 mots autour de l'histoire de cette technique? Oui. Bon, c'est une longue histoire, on ne va pas tout dire parce qu'il faudrait pas mal de temps pour le faire. En tout cas, comme vous le savez peut-être ou pas, mais enfin vous irez voir dans la littérature, l'équipe de Palo Alto, enfin Paul Václavic et ses confrères font partie de ce qu'on appelle l'équipe de Palo Alto. Et l'école de Palo Alto a été beaucoup influencée par des chercheurs, voilà, et notamment un mathématicien qui s'appelle Bertrand Russell. Bertrand Russell a travaillé sur ce qu'on appelle la théorie des types logiques. Alors, on ne va pas rentrer évidemment dans le détail, puis j'en suis incapable, je ne suis pas mathématicien, mais il a travaillé sur l'idée qu'on pouvait différencier plusieurs niveaux logiques pour parler d'une chose. L'école de Palo Alto, bien sûr qui ne travaille pas avec des mathématiques, mais travaille avec du langage, a plutôt essayé de regarder mais qu'est-ce qui dans notre langage permet de décrire des faits et qu'est-ce qui permet surtout d'y percevoir différents niveaux logiques. Exemple, quand je parle d'une Fiat Punto, une Fiat Punto, évidemment, c'est une voiture, et quand je parle de voiture, c'est une catégorie supérieure à la Fiat Punto. Maintenant, la voiture aussi est une autre, il y a une autre catégorie qui est au-dessus d'elle, c'est la catégorie des véhicules. Et je ne peux pas confondre, et ce serait grave de confondre les véhicules avec la Fiat Punto. C'est-à-dire quand je parle d'un véhicule, je ne parle pas forcément d'une Fiat Punto. Vous me direz, quand on parle de véhicule, c'est pas très grave, mais quand on parle de relations humaines, ça peut l'être davantage. Quelqu'un qui me dit, je n'ai plus de travail, je peux imaginer que c'est pas sa seule activité. Le terme activité est supérieur, on pourrait dire, en termes de catégorie et de niveau logique à la catégorie travail. Je pourrais l'inviter peut-être, si lui se représente il est très triste qu'il n'a plus de travail, de l'inviter à avoir une autre activité. En travaillant sur ce deuxième niveau logique, j'élargis son cadre. C'est vraiment une histoire de cadre et de niveau logique. Ok. Donc c'est des catégories. Le langage met dans des catégories. On peut passer d'une catégorie à une autre. C'est ça. Ok. Et comment on peut passer donc de la catégorie du langage après aux catégories? Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de catégorie de comportement, comme ça, où on passe d'une catégorie à une autre? Ça serait quoi ça par exemple? Alors, je ne sais pas pour les plus âgés d'entre vous, dont je fais partie, moi je suis de la classe 68 comme on dit, voilà, il y a une pub, me revient une pub en tête, une pub qui passait dans les années 90 je pense, où on perçoit plusieurs niveaux, voilà, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes dans cette publicité qui durent que quelques minutes à peine. Et on voit dans un premier plan, en fait, une grand-mère qui est en train de tirer de l'argent sur un distributeur automatique, et non loin d'elle, qui attend dans une file, un jeune plutôt à blouson noir, qui, dans les catégories de l'époque, en tout cas, pourrait être classifié comme loupard. À un moment, dans cette scène-là, on voit ce jeune homme se précipiter sur cette grand-mère, invitant peut-être à penser, cadre de référence et donner du sens, à penser qu'il va l'agresser pour lui piquer son argent. En fait, à ce moment-là, on perçoit qu'il y a un pot de peinture qui tombe à côté d'eux, et ça vient recadrer complètement le premier sens qu'on avait pu faire émerger, et qui pouvait partir même peut-être de représentation un peu de ce qu'on dit de préjugés, et vient recadrer en laissant penser que non seulement il la pousse, mais il la pousse pour la sauver de quelque chose. C'est-à-dire que son statut, il passe de agresseur à héros. Voilà. Et puis le cadre de la caméra s'élargit encore, ça c'est le troisième temps. Et on commence à voir un travelling, et puis finalement on se rend compte qu'il s'agit d'une scène de cinéma, ou une forme de tournage de cinéma, ce qui recadre complètement le sens qu'on avait préconçu à la base, qui est de dire, ok, il ne s'agit pas d'une réalité, mais plutôt d'une fiction. Vous voyez qu'en élargissant le cadre, c'est ça qu'on essaye de faire, ça ne change pas les faits, mais ça change le sens, en fait, qu'on attribue aux faits. Et ça, c'est fondamental. Je ne sais pas si c'est clair, donc voilà. Dans chaque cadre, on s'invente une histoire. C'est ça. On change le cadre, on s'invente une autre histoire. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, à chaque fois qu'on s'invente une histoire, on vit les choses différemment. C'est de l'agresseur au sauveur et à cette histoire d'acteur de cinéma. Exactement. Okay. Exactement. Ça, en fin de compte, quand on regarde des choses comme ça, de cadres qui s'emboîtent, moi je me dis que ça vient parler de la construction de la réalité.
Oui, absolument, ouais. absolument. Et beaucoup d'intervenants partent pour faire du recadrage, justement, de la construction de la réalité. D'accord. Alors, avant peut-être de venir à la construction de la réalité, là, on voit dans ce que tu es en train de dire, Jean-Luc, c'est que en fonction du point de vue qu'on occupe, on s'invente une histoire. Donc, si on s'extrait de notre cadre de référence, on peut s'inventer une nouvelle histoire. C'est ça. Ok. Et c'est notamment vrai pour les problèmes que nous on rencontre comme cliniciens, c'est-à-dire que les gens arrivent avec ce qu'ils appellent entre guillemets leurs problèmes. Leurs problèmes, la manière dont ils en parlent, ils en parlent avec un langage en fait qui invite à une représentation. Eux ont une représentation que les faits qu'ils décrivent sont un problème. Et au fond, ils cherchent, comme tout le monde, hein, en face d'un problème, des solutions. Mais bien souvent, et c'est ça que constate Palo Alto, c'est que les tentatives qu'ils ont de leurs solutions ne fonctionnent pas parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Et ce qui est bloqué, ça c'est l'hypothèse que fait Palo Alto, c'est que le cadre de référence dans lequel se trouve le problème bénéficie pas d'un élargissement suffisant, c'est-à-dire qu'il manque de l'information pour pouvoir trouver des solutions différentes. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour qu'on comprenne cette histoire de cadre de référence dans lequel on se construit une histoire? Absolument. Et il y a un exemple qui est tout prêt, je veux dire, hein, c'est la fameuse figure des 9 points. Alors, Lisa va vous diffuser cette figure. En fait, il s'agit d'un problème qu'on propose souvent en formation d'ailleurs pour dire, voilà, vous allez être en face d'un problème, je vais vous donner une consigne et vous allez essayer de résoudre ce problème. La consigne, c'est de proposer à ce que la personne puisse faire passer 4 lignes droites et de manière à recouvrir les 9 points sans lever le crayon. C'est-à-dire que la personne va, par exemple, mettre son crayon en haut, à gauche, et va devoir, sans lever le crayon, tracer 4 droites, voilà, pour relier les 9 points. Donc la personne va, par essai-erreur, au fond, ou les personnes vont essayer, par essai-erreur, de trouver une solution. Ce qui est le plus intéressant dans cet exercice, c'est non pas que la personne trouve ou ne trouve pas, mais qu'elle comprenne pourquoi elle n'arrive pas à trouver la solution. Voilà. Et là, dans cet exercice, qu'est-ce qui se passe? Donc, effectivement, si on relie tous les points, effectivement, il y en a toujours un qui échappe. Bien souvent, c'est ça. Et bien souvent, la personne se décourage, s'énerve un peu, fait même l'hypothèse que le formateur ou la personne qui l'invite à trouver une solution est un peu perverse en disant « non, il n'y a pas de solution. Tu me pièges. » quoi. Et ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner pour qu'on puisse y arriver? Le principe, comme on dit, hein, c'est une histoire de cadre. Bien souvent, ce qui est bloquant, c'est que la personne tente de résoudre ce problème à l'intérieur du cadre perceptif des 9 points qu'elle a en face d'elle. Et donc, un indice, en fait, pourrait dire, ok, mais comment on peut élargir le cadre? Est-ce qu'il n'y a pas un autre cadre de référence perceptif dans lequel pourraient se projeter ces lignes et, du coup, trouver une solution? Et c'est là que ça complique, parce que à la fois, ça complique parce qu'on se dit, mais un cadre de référence qui est plus large, ok, mais il est où ce cadre de référence? Et donc, par essai-erreur, peut-être c'est un premier indice qui dit, ok, si je suis autorisé à sortir du cadre, peut-être que là, il y a une solution. Alors, c'est un peu subversif l'idée de sortir du cadre. Et alors ici, sortir du cadre de référence, ce serait quoi? Alors, peut-être certains d'entre vous connaissent, mais j'invite à montrer la solution, vraiment pour que géométriquement, vous pensiez que... voilà. Oui. C'est quand on s'extrait des points, exactement, qu'on peut tous les relier. Exactement. Ouais. Et au fond, c'est de là que naît l'approche systémique, au fond. Et puis, l'idée de changer de cadre, c'est typiquement ce qu'on recherche dans le travail clinique. Ok. Donc, comme là, j'étais en train de dire, changer de cadre de référence, ça vient parler de comment on construit une réalité. Absolument. Voilà. Et donc, le recadrage a à voir avec la construction de la réalité. Voilà. Okay. Ça veut dire que le recadrage, en fait, c'est l'ensemble de ces techniques consacrées à cet objectif de permettre à quelqu'un de changer de cadre de référence et de s'autoriser à une autre représentation de son problème. Okay. Est-ce que Fabrice, toi, tu pourrais nous expliquer c'est quoi la construction de la réalité? Alors, la construction de la réalité, c'est l'idée que l'être humain n'a pas accès directement à la réalité. Au mieux, il ne peut avoir affaire qu'à une représentation de la réalité.
Donc ça, c'est très important. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait des personnes qui viennent nous voir avec un problème. En fait, ils ne viennent pas nous voir avec un problème, ils viennent nous voir avec une perception, une représentation du problème. Et c'est ça qui peut être modifiable, c'est cette perception. Comment ils construisent cette perception? Alors, cette perception du problème, elle est faite de plein de choses. Il y a beaucoup d'éléments vont rentrer en ligne de compte dans cette perception. D'abord, il faut bien voir que nous construisons la réalité en fonction de de très 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 nombreux éléments. Les premiers éléments, ils sont d'ordre biologique. Je suis un homme, je suis une femme, vraisemblablement je ne vais pas regarder les choses de la même manière. Je mesure 1m80, je mesure 1m50, je ne vais certainement pas avoir la même perception du monde. Je suis en pleine santé, je suis malade, j'ai 25 ans, j'en ai 60. Tout ça sont des choses qui vont agir sur ma perception du monde. Si je suis atteint de cécité, ma perception du monde elle va passer par d'autres canaux. Si je suis aveugle, je vais développer sans doute d'autres canaux perceptifs. Mais il n'y a pas que la biologie, il va y avoir aussi l'environnement socioculturel, de quel milieu je viens. J'ai appris des choses avec des codes, avec des façons de voir, des façons de penser. Dans ma culture d'origine, il y a peut-être une religion ou une idéologie politique, et tout ça va m'amener à être plus sensible à certains aspects de la réalité que d'autres. Et puis, il va aussi y avoir mon parcours personnel, c'est-à-dire ce que j'ai traversé, les blessures, les réussites, etc., etc. Tout ça va construire une espèce de perception du monde. Il y a grosso modo, trois phénomènes qui agissent dans cette construction du monde. Il faut bien voir que, en fait, dans une situation donnée, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'informations qui circulent. Et donc, je ne vais pas toutes les traiter en même temps. Et donc, je vais filtrer. Et donc, une première chose, c'est la filtration. La filtration, c'est quelque chose de très important. C'est ce qui va me faire sélectionner dans une situation donnée certains éléments et me faire ignorer complètement d'autres éléments. Cette filtration, elle a beaucoup à voir avec mes croyances. C'est-à-dire qu'un point commun à tous les êtres humains, c'est que nous avons tous des croyances et nous avons tous très envie, en permanence, de voir ces croyances confirmées. Sans quoi, c'est notre vision du monde. Le monde perdrait du sens. En fait, c'est nos croyances, ça ordonne le monde et ça nous donne l'illusion que tout ça a un sens. C'est très important pour nous parce que sinon, ça deviendrait très anxiogène. Donc, dans toute situation, je vais chercher à valider mes croyances. Par exemple, imaginons que j'ai comme croyance que je ne suis pas très intéressant comme garçon. Je vais, dans la situation présente, je vois bien que Lisa elle regarde ailleurs là en ce moment et que sans doute je ne l'intéresse pas beaucoup. Voilà. Donc je vais choisir comme ça un élément et passer complètement à autre chose. Et en plus, très honnêtement, vous ne pouvez pas voir le visage de Lisa, mais c'est vraiment une amplification de ma part que de considérer son sourire comme une marque de désintérêt. On pourrait très bien lui donner tout à fait un autre sens. Et puis, je vais aussi mettre en ordre mes perceptions. C'est-à-dire que, comme je ne peux pas traiter tout en même temps, en fonction de mes croyances, je vais traiter prioritairement donc, les éléments qui confirment mes croyances et je vais laisser les autres pour plus tard. Voilà, pour répondre à ta question. Par filtration, amplification, mise en ordre. C'est ça. Ouais, et puis des boucles comme ça où on va chercher de l'information qui vient confirmer. C'est ça. Un petit peu l'inverse donc de saint Thomas, quoi. Complètement l'inverse de saint Thomas. J'avais oublié ce brave saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Et en fait, l'être humain, c'est plutôt l'inverse. Il ne voit que ce qu'il croit. C'est-à-dire que nos croyances nous prédisposent à percevoir la réalité d'une certaine façon et pas d'une autre. Ok, d'accord. Donc nous trouvons ce que nous cherchons en permanence. Ok. Mais quand tu décris les choses comme ça de la construction de la réalité, moi je me dis qu'en fin de compte, la construction de la réalité, c'est un phénomène purement intrapsychique.
Comment tu intègres la dimension interactionnelle qu'apporte l'approche systémique? Alors, les croyances, elles vont s'inscrire dans des relations, c'est-à-dire que certaines, par exemple, je sais pas, pour imaginons que je grandisse dans une famille où la colère est tolérée. Par contre, la tristesse, c'est très mal perçu pour un tas de raisons. Sans doute, je vais apprendre à ne même pas me sentir triste. C'est-à-dire que même les éléments qui pourraient dire à une autre personne, tiens, il y a de la tristesse, je ne vais pas les sentir, je ne vais pas les voir. Et par contre, peut-être, je vais ressentir très fort quelque chose du côté de la colère. C'est-à-dire que, bien sûr, il va se jouer la question de ma place dans un groupe donné, dans un groupe d'appartenance. C'est-à-dire que c'est mon adhésion à un certain nombre de croyances qui va confirmer mon appartenance à ce groupe. Donc, effectivement, si je reprends cet exemple d'une famille où la tristesse serait mal vue mais la colère tolérée, si je me mets en colère dans cette famille, je dis bien à tout le monde que je suis bien un membre de cette famille. Si par contre je me mettais à pleurer pour un oui, pour un non, là peut-être ça me mettrait en très grande difficulté et peut-être ce qui me serait envoyé, ce serait un doute sur mon appartenance à ce groupe. Ok, donc les constructions de la réalité des uns des autres, ça vient signer leurs relations et leurs appartenances. Absolument. Tu as parlé de place. Parce qu'effectivement, tu as raison, selon la place qu'on occupe, on ne construit pas la même réalité les uns les autres. Mais comment ça se passe, cette construction par rapport à une place? Est-ce que là aussi, c'est la place qu'on occupe? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se comprendre à l'échelle que de l'individu? Ou au contraire, la question de la place, c'est quelque chose qui vient parler des interactions? Qu'est-ce que tu en dirais? Non, pour moi, la place, ça vient vraiment parler des interactions. C'est-à-dire qu'un enfant, tout naturellement, il va aller rechercher, il va très vite comprendre, par exemple, que certains de ses comportements attirent des gratifications et d'autres comportements vont attirer au contraire le blâme et la difficulté. Et donc, il va assez facilement aller vers les comportements qui amènent de la gratification. Et ça va lui donner une place. Un enfant, par exemple, qui va prendre soin de sa maman, qui va se soucier d'elle quand elle est triste, etc. Au début, il va faire ça un peu spontanément, puis après, il va bien se rendre compte qu'il obtient quelque chose. Et même, peut-être que c'est ce qu'on attend de lui. Donc, cette place, ça va se construire dans l'interaction entre ce que lui a envie de donner et puis les besoins du système. En l'occurrence, là, par exemple, dans l'exemple que je viens de donner, le besoin qu'a cette maman d'être réconfortée. Ok, donc on construit une réalité en fonction de la place qu'on occupe, et la place qu'on occupe est révélateur du contexte autour et des interactions autour de la personne. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand je parle de moi, mais à l'intérieur d'un contexte et confronté à des demandes et aussi des sens interdits qui vont, d'une certaine façon, influencer la manière dont je vais me comporter. Ok, donc c'est très clair qu'on ne peut pas parler de la place de quelqu'un uniquement au regard de cette personne. Il faut ouvrir le cadre. Ah oui, oui, Ok. absolument. Ok, et donc on parle ici de recadrage systémique. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi on passe du recadrage au recadrage systémique? Dans l'exemple que donnait Jean-Luc tout à l'heure, d'un recadrage d'une personne qui pouvait montrer des signes d'épuisement, et si ma mémoire est bonne, le recadrage consistait à ce que le thérapeute dise mais vous avez un corps qui fonctionne bien et qui vous alerte sur le fait qu'il faudrait que vous changiez de votre rapport au travail, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. On pourrait élargir et regarder comment peut-être dans sa famille, par exemple, cette personne, elle est regardée d'une certaine façon. Elle est peut-être regardée comme quelqu'un de fragile et effectivement incompétent, ou elle est regardée comme quelqu'un qui est toujours au travail et qui accorde bien plus d'importance à son travail qu'à sa famille, etc. etc. Et donc, le recadrage, il est systémique dans le sens où il ne va pas se contenter de recadrer le sens d'un comportement pour une personne donnée, mais il va proposer une nouvelle vision une nouvelle vision des relations à l'intérieur du système. Pardon. Ok, d'accord. Donc il est systémique à partir du moment où on regarde les relations différentes. Est-ce que, ça serait quoi la définition? Parce qu'on est parti de celle de Václavic. Ça pourrait être quoi la définition qu'on pourrait avoir du recadrage systémique à ce moment-là?
Pour l'intervention systémique processuelle, le recadrage systémique, il va aller au-delà de recadrer je ne vais pas y arriver de cette manière-là, Lisa. Donc, en fait, j'ai pas une assez bonne vue pour lire cet écran. Donc, je vais recadrer autrement. Et donc, voilà. Le recadrage systémique, pour l'intervention systémique processuelle, il s'agit bien plus que d'intervenir sur la construction de la réalité des personnes, comme on l'a vu dans la définition de Václavic tout à l'heure. Le recadrage systémique s'intéresse aux forces relationnelles en présence qui font émerger des croyances au regard d'un contexte et d'une relation. Le projet de recadrage n'est alors plus de modifier la perception de la réalité, mais de modifier la perception des relations. Ok, d'accord. Ok. Alors, je pense que ce qui pourrait être plus simple, c'est qu'on passe à une partie plus d'illustration pour montrer ce que c'est que ces questions de filtration, d'amplification, de recadrage systémique. Oui, parce qu'elle n'est pas évidente à comprendre comme ça. Non. Peut-être Oui. que ce que je propose avant de passer à la mise en situation, c'est de peut-être donner aux gens qui nous regardent quelques repères méthodologiques. Ah oui, ça serait utile. Pour essayer de comprendre comment s'y prendre pour opérer des recadrages. La première chose, c'est une base évidemment pour les gens qui connaissent bien Forcifa, on va revenir souvent à ça, mais c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est absolument indispensable à un recadrage systémique parce que l'affiliation, le recadrage ne peut fonctionner que dans la mesure où la personne accepte cette nouvelle perception que vous proposez, qu'elle la fasse sienne. Mais pour qu'elle la fasse sienne, il faut que ça vienne de quelqu'un qui n'est pas trop loin de lui. Il faut que ça vienne de quelqu'un en qui il a confiance, avec qui le lien, la relation est suffisamment solide. Donc l'affiliation, on le dit, on le redit, on n'y reviendra jamais assez. C'est vraiment un premier point très très important de la méthodologie du recadrage. Un deuxième point, c'est le recueil d'informations. Le recadrage se base, comme l'a dit Jean-Luc, sur les faits. On ne modifie pas les faits, on prend les faits, on les agence différemment. Donc pour ça, il va falloir avoir de l'information. Il va falloir avoir de l'information sur la manière dont la personne déjà construit son cadre. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de recadrage sans cadrage. Donc, les personnes qui viennent nous voir, elles nous proposent un cadre, elles nous proposent une perception de la réalité. Il nous faut comprendre cette perception de la réalité pour ensuite pouvoir proposer un recadrage. Et pour un recadrage systémique, il va aussi nous falloir comprendre comment fonctionnent les relations, avoir des hypothèses, comme vous le savez, la plupart d'entre vous qui connaissez bien Forcifa, on va travailler sur la question des hypothèses, c'est-à-dire si j'ai une hypothèse sur le fonctionnement d'un système, alors là, du coup, je vais pouvoir proposer un recadrage systémique. Mais pour avoir une hypothèse, il me faut des informations sur comment circulent les informations et donc comment les gens sont en relation les uns avec les autres. Et puis ensuite, on arrivera à un réagencement de ces différents éléments relationnels et une proposition qui sera prise ou pas prise. Si elle n'est pas prise, c'est pas un recadrage. Et c'est pas grave, on n'insiste pas, on laisse passer ça, et puis on proposera autre chose plus tard. On ne cherche pas à imposer notre vision des choses aux personnes qui sont en face de nous. Ok, donc c'est pas une vérité, c'est pas la vérité de l'intervenant qui serait supérieure à celle de la famille. Ah, surtout pas. Ok. Surtout pas. C'est pas possible puisque, on l'a dit tout à l'heure, on n'accède pas à la vérité. Okay. On n'a pas accès, pas plus l'intervenant que la famille. Donc si on répète là ce que tu viens de dire qui est assez important, ça repose d'abord et avant tout sur une affiliation. Oui. La deuxième chose, un recueil des faits. Oui. Un recueil des faits relationnels. Oui. Okay. Et puis après, l'intervenant fait une hypothèse et qui va lui permettre une modification de cette représentation relationnelle qui suggère à la famille. Il va inviter la famille à regarder, à percevoir sa réalité différemment. D'accord. Okay. Et à l'expérimenter. Bien sûr. Ok, oui, c'est intéressant quand tu dis expérimenter parce qu'on pourrait imaginer que le recadrage en soi justement est un outil d'intervention parce qu'à partir du moment où on opère un recadrage systémique, on amène une modification dans le système qu'on a en face de nous. Et oui. Okay. Et après, c'est comment l'expérimentation elle-même, alors c'est pas un scoop, hein, la thérapie familiale fonctionne beaucoup par prescription de tâches, et l'idée c'est vraiment de proposer à la famille une expérience relationnelle qui vient
de fait, lui donner c'est elle qui construit, au fond, une représentation différente des relations. C'est l'expérimentation. Ce qu'on va pouvoir faire, Jean-Luc, peut-être, c'est de montrer concrètement comment, dans un entretien individuel, il peut y avoir des recadrages, des filtrations, des amplifications. Alors, comme je vous ai dit, il y a un truc qui est un petit peu particulier, c'est difficile d'imaginer des recadrages à l'avance, parce que comme tu dis, Fabrice, ça repose sur une affiliation, et donc sur une relation qui est très vivante entre les personnes. On n'avance pas à l'avance, on n'invente pas, on ne préconçoit pas avant la rencontre une histoire de cadrage ou de recadrage. Et donc là, c'est un peu compliqué, parce que il faut bien partir de quelque chose pour le témoigner. Et donc, on est parti d'une expérience qu'on vous propose. On a un entretien. Et donc, alors, comment ça va se passer? Alors, c'est très simple. Docteur. Voilà comment ça va se passer. Damien et Jean-Luc vont jouer un entretien entre Grégory, qui sera joué par Damien, et son thérapeute, joué par Jean-Luc. Grégory va venir évoquer des difficultés de relation avec sa jeune sœur. Grégory est âgé d'une 50aine d'années et sa sœur a 12 ans de moins, c'est-à-dire 38 ans. Et moi, grâce à une espèce de baguette magique moderne, qu'on appelle aussi une télécommande, je viendrai de temps en temps interrompre la diffusion de cet entretien passionnant pour mettre en lumière certains aspects de ce qui est en train de se jouer, de se passer, et certains aspects qui ont à voir avec tout ce dont on a parlé jusqu'ici, les niveaux logiques, la construction de la réalité et les techniques pour amener au recadrage. Voilà. On va voir comment ça marche. Ok. Donc, mise en scène. Changement de place. Donc, changement de point de vue à ce moment-là. Et donc, changement de construction de la réalité. Je vais juste me tourner pour que ça fasse entretien clinique, quoi. Oui. Voilà. Ok. Bon. Allez. Voilà, aujourd'hui, là, vous savez, avec ma soeur, je me suis encore disputé et c'est vraiment très pénible parce que ça fait 10 jours qu'on ne peut plus se parler. Dès qu'on se croise, de toute façon, on s'engueule. Elle monte dans les tours, moi, elle me fait peur, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, donc je viens, je suis vraiment très embêté, j'arrête pas d'y penser, quoi. Ok. C'est pas la première fois que vous abordez ces difficultés-là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple, hein. Il y a 10 jours, elle m'a annoncé qu'elle partait pour New York. Voilà, et qu'elle avait envoyé une demande de congé sans solde, voilà, et qu'elle avait pris un billet d'avion et qu'elle allait partir, quoi. Et c'est complètement fou ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Donc ça, depuis, j'arrive plus à dormir, ça m'énerve, on n'arrive plus à se supporter, quoi. Ok, mais et alors? Elle a un boulot. Et oui. Et puis elle a un appartement, elle va laisser son appartement et elle va partir, c'est n'importe quoi. Alors, une première intervention pour vous montrer ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la filtration, c'est-à-dire comment, dans la situation de cette jeune femme qui a 38 ans, qui est adulte, qui fait des choix, qui a un travail, Grégory sélectionne tous les faits qui sont anxiogènes. Il y aurait certainement beaucoup de choses, plein de choses, d'autres choses possibles à dire sur la décision de sa sœur, mais lui, ce qu'il prend, c'est tous les faits qui vont paraître être inquiétants. Et il ignore tous les autres. Vous avez une illustration du phénomène de filtration. Je vais relancer mes collègues. Okay, mais il y a un truc que je comprends pas bien, Grégory, mais en quoi ça vous regarde? Moi, ça me regarde, moi, je me fais du souci pour ma sœur, quoi. Et elle est plus jeune, Ok. elle a 38 ans, je suis son grand frère. Et puis j'ai peur qu'elle se mette en danger, parce qu'aux États-Unis, là-bas, avec Joe Biden et tout ça, les informations sont un peu inquiétantes. D'accord. Et puis il y a un autre truc ça, c'est ma femme qui dit ça, et je trouve que c'est vrai que
C'est un peu inquiétant parce que pour partir, elle a besoin d'argent et puis elle est en train d'utiliser l'héritage, quoi. C'est-à-dire, vous savez, il y a notre père qui est décédé il y a 1 an. Et puis on a vendu la maison familiale qui était à Lyon parce que moi, on avait besoin d'argent avec mes enfants, donc on a vendu. Et puis avec ma sœur, on a eu chacun une partie de l'héritage. Et puis elle est en train de puiser là-dedans. C'est n'importe quoi. Elle fait pas attention. Elle se met en danger. Si elle n'est pas capable de compter, moi je suis hyper inquiet pour elle. Ok. Mais votre sœur là-dedans, c'est comment pour elle? Ouais, c'est comment elle ne se rend compte de rien. Elle est très inconséquente, vous savez. Elle est célibataire. Moi, je trouve qu'elle est très instable. Elle est très instable émotionnellement, amoureusement. Enfin, pour moi, c'est assez clair. Elle a perdu sa maman, elle avait 16 ans. Et donc, depuis, moi, je vois bien qu'elle est très fragile, ma sœur. Voilà. Et je ne sais plus quoi faire, quoi. J'ai très peur. Là, vous avez la proposition que fait Grégory d'un cadre dans lequel il perçoit la situation. En gros, ce cadre est un peu linéaire, c'est un cadre de cause à effet, c'est-à-dire ma sœur est instable parce qu'elle a perdu sa mère tôt. Et vous voyez que quand Grégory pose le problème de cette manière-là, il pose le problème d'une manière totalement insoluble, c'est-à-dire qu'on ne va pas ressusciter sa mère. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Mais quand il lie aussi directement le comportement de sa sœur au décès de sa mère, il pose le problème de manière complètement insoluble. On va voir ce que le thérapeute va faire de ça. Ok, mais au fond, Grégory, vous avez raison. Votre famille, dans ce contexte du décès, a dû vraiment contacter des besoins particuliers pour se retrouver en sécurité, prendre soin d'elle et surtout de la stabilité. Voilà, comment c'était les relations à l'époque À l'époque... Ah, c'est magique ça, je le referai bien. Ok. Là, le thérapeute propose un recadrage simple. C'est-à-dire que Grégory a parlé du bouleversement de sa famille. Il n'a pas parlé d'un besoin de stabilité. Mais vous voyez comment le thérapeute, par une confusion de niveau logique, vous voyez, on change de niveau logique, il recadre ce qui était juste dit comme un contexte déstabilisé et bousculant. Il transforme ça en besoin de stabilité. Ouais, moi j'avais 28 ans, moi je venais de rencontrer Julie, ma femme, et justement on était dans des projets de construction de maison, d'avoir des enfants, de mariage, et c'est venu un peu tout chambouler parce que à ce moment-là, ma sœur Marion, elle est venue à la maison et Julie l'a accueillie et on était avec elle et on l'a aidée dans ses études, on a été, voilà, et voilà, moi j'étais son grand frère et voilà, c'était ma petite sœur, quoi. Ok. Mais vous m'avez parlé beaucoup depuis qu'on se rencontre de votre sœur, de votre mère, voilà, de votre femme. Mais c'est quoi votre père? C'était comment pour lui à cette époque? Mon père, vous savez, il était très éloigné, hein. Il est décédé l'année dernière, mais on n'était pas du tout en contact, ni ma sœur, ni... mon père, de toute façon, il a pris ses distances. Avec ma mère, ils ont divorcé, on était jeunes, et mon père a refait sa vie, et il disait qu'il était très attentif à nous, mais c'est pas vrai. Il nous a laissé nous débrouiller tout seul. Okay. Donc c'est vrai que quand on s'est retrouvé avec ma mère et ma sœur, j'ai pris une place un peu particulière avec ma sœur. C'est-à-dire que à ce moment-là... il a fallu que je l'aide et que je surveille ses études, que je l'accompagne dans ses orientations. Okay. Voilà. Donc vous avez beaucoup donné? Oui, j'ai beaucoup donné, oui. Okay. Oui, Okay. oui, oui. Mais elle a pris son envol et puis avec ma femme, on a été très heureux parce qu'elle avait bien grandi et puis qu'elle avait surmonté ses difficultés. Donc les difficultés de la vie, de notre famille, c'était pas simple. Ok. Vous m'aviez parlé à une époque que voilà, vous aviez même accueilli votre sœur chez vous? Oui, à ses 16 ans, hein, quand maman est décédée, elle est venue, mais longtemps, parce que même quand avec Julie on a eu nos enfants, Marion était présent, donc, et Marion a vraiment fait partie de notre famille, quoi. Okay. Et pour mes filles, leur tante, c'est quelqu'un de très très important. Ok. Et vos enfants, ils en ont pensé quoi? Ça chamboule une famille quand même d'accueillir
Alors non, ça, à l'époque, ils étaient petits. Oui. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, là, ce qui se passe vis-à-vis de leur tante, ça chamboule toute notre famille. Parce qu'il y a ma fille aînée qui regarde beaucoup, Ok. beaucoup sa tante, Hmm. et elle se dit que elle aussi, elle ira aux États-Unis, qu'elle ira Ok. en vacances. Avec ma femme, on est un peu embêté parce qu'on n'arrive pas à lui dire, mais attends, tu fais des études, tu vas pas arrêter, tu vas pas faire n'importe quoi. Ouais, bah oui. Heureusement, il y a sa jeune sœur qui elle, est très inquiète pour sa grande sœur. Parce D'accord. qu'elle voit bien que nous aussi, on est inquiets pour notre fille, qu'elle suive l'exemple de sa tante. Et je sais, ça, je peux voir avec notre plus jeune qu'elle dit que c'est n'importe quoi. Elle essaye de raisonner sa sœur. Ok. Et elle nous aide bien là-dessus, mais on a beaucoup de mal. Donc j'en veux un petit peu à Marion, parce qu'elle met le bazar dans notre famille, quoi. Ok. Voilà. Ok. Donc tu entends, l'inquiétude circule beaucoup. C'est une émotion Oui. qui est pas simple à gérer. L'inquiétude et la colère, parce que ma femme, elle est en colère aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ma femme, elle est en colère parce qu'elle dit que c'est n'importe quoi de dépenser de l'argent comme ça. Ma femme, elle dit que c'est bon, que Julie, elle n'arrête pas de dépenser, que Marion n'arrête pas de dépenser son argent dans tout ce qui est téléphone, tout ce qui est high-tech et tout. Et bon, ça va bien, quoi. Voilà. Ok. On est très en colère. On est Oui, très en colère. oui, je vois ça, ouais. Là, c'est un arrêt pour un point méthodologique. C'est-à-dire, vous voyez comment là, le thérapeute, depuis quelque temps, il est en train de recueillir de l'information et de l'information relationnelle. Et c'est-à-dire que les dernières questions qu'il a posées, c'était « Et votre père là-dedans ?» C'était « Qu'en pensent vos enfants et votre femme ?» Okay. Et pour la technique qu'il a utilisée, je vous renverrai au replay du focus de l'année dernière sur le questionnement circulaire, parce que c'est vraiment l'outil de base pour aller chercher de l'information sur l'état des relations dans un système. Tout à l'heure, Grégory, vous m'avez parlé d'un truc, ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, mais de quoi il parle? Vous parliez d'une place un peu spéciale, voilà, que vous avez vue vis-à-vis de votre sœur. C'est quoi une place un peu spéciale? J'étais son grand frère, mais j'étais aussi un peu son père, quoi. Il y avait quelque chose, parce que je l'ai beaucoup surveillée. Ok. J'ai fait attention à quand elle sortait, avec qui elle sortait. Je l'ai accompagnée tous ses choix professionnels, ses choix d'orientation. C'est vrai que c'était dur. J'ai beaucoup travaillé parce que je savais à l'aider, parce que maman attendait ça de moi, quoi. Que je sois prudent pour ma sœur, quoi. C'était ça qui était important, quoi. Ok. Qu'elle fasse pas n'importe quoi. Ok. Là, vous voyez comment Grégory nous donne de l'information, comment c'est construit ce qu'on a vu tout à l'heure sur la filtration. Je vous ai dit que tout à l'heure, Grégory filtrait les éléments inquiétants, anxiogènes, qui nécessitaient de la prudence. Là, on voit que ça a commencé à se construire, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur les systèmes, sur la place dans un système, il ne construit pas ça tout seul. Il est mandaté par sa mère, parce que son père n'est plus là. Il est mandaté par sa mère pour veiller sur sa sœur, oui, et comment c'est dans ce réseau relationnel que se construit cette place. Et avec cette place, il y a cette construction de la réalité sur le monde est dangereux, il faut faire attention, il faut être prudent. Ok. Oui, donc je peux imaginer aisément que c'est une place pas facile, vous avez beaucoup donné, vous l'avez dit plusieurs fois, et ma question c'est plutôt comment moi je peux vous être utile, et surtout c'est quoi comment c'est cette place que vous occupez encore aujourd'hui visiblement? Oui. Et c'est quoi votre question? Ma question c'est est-ce que vous avez envie de changer? Ah, de changer de place? Envie. Là, il y a, le thérapeute opère un recadrage, c'est-à-dire qu'on peut percevoir dans les propos de Grégory combien Grégory vit sa place plutôt comme une obligation. Or, par cette question toute simple, est-ce que vous en avez envie, il y a un recadrage puisque le thérapeute recadre la place de Grégory, non plus comme une obligation, mais comme pouvant résulter d'une envie. Donc vous voyez, là aussi, il y a un changement de niveau logique à partir de ce qu'a dit Grégory. On va voir ce que Grégory fait de ce recadrage.
Avoir envie, oui, oui, j'aurais envie de changer de place parce que je vois bien là que je m'en tire plus avec elle et que ça a des conséquences. Ok. Donc, ouais. Mais par contre, il y a une chose, c'est avoir envie, mais je ne sais pas si je vais pouvoir, ça c'est autre chose. Je vois bien que je suis tellement inquiet pour elle que ça va être compliqué que je change de place. Ok. Oui, puis vous m'avez dit, il y a beaucoup d'inquiétudes, et l'inquiétude circule dans votre famille. Je peux imaginer aussi que cette envie, c'est pas que la vôtre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de ça, que vous changiez de place? C'est un nouveau recadrage du thérapeute, c'est-à-dire que et là on commence à toucher le recadrage systémique, c'est-à-dire que par ces questions, il met la place de Grégory, non pas comme utile pour Grégory, mais utile pour le système. C'est-à-dire que si Grégory lui-même n'a pas envie de cette place, le thérapeute induit l'idée que peut-être d'autres ont envie que Grégory prenne cette place. Et donc, en creux, il parle des besoins du système. Là, vous voyez aussi, c'est bien un changement de niveau logique, puisqu'il interprète ce qui est dit par Grégory en disant, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie autour de moi? C'est ça votre question? Exact. Bon, il y a Marion. Je pense que Marion, elle aimerait bien qu'on change de passe. Parce que je peux même avoir l'idée que son voyage à New York, ça nous permet de mettre de la distance. Ça va. Là, je suis même en train de me dire que ça se trouve, Marion, elle peut être inquiète pour moi. Vous parliez plusieurs fois, vous avez dit des inquiétudes. Je me dis qu'elle est peut-être inquiète pour moi parce que je passe beaucoup de temps à m'occuper d'elle. J'ai des soucis de santé, donc peut-être que c'est vrai que cette mise à distance, là, avec le voyage, peut-être que pour elle, c'est une manière de, ouais, de prendre soin de moi. C'est assez bizarre, mais Ok, ok. Et oui, le recadrage n'est pas le monopole de l'intervenant. Grégory vient de faire un magnifique recadrage. C'est-à-dire que vous voyez bien que le voyage à New York, qui au début de l'entretien est perçu comme une folie, une aberration, là, Grégory est en train de lui donner un autre sens. Peut-être ce voyage pourrait être une occasion pour sa sœur de prendre soin de lui. Ce qui serait sans doute assez nouveau. C'est ça qui est de magique avec les recadrages, c'est que c'est pas le monopole de l'intervenant. Il me vient l'idée aussi que peut-être votre femme Julie a envie de ça? que Marion parte? Non, Grégory. Ah oui, pardon. Que vous Que changiez je de change de place. place. Ah oui. Bah, elle me l'a pas dit. Oui. Par contre, je vois bien que Julie, elle est inquiète aussi pour moi, parce que là, elle me dit encore ce matin, c'est bien, va voir ton psy, parce que c'était insupportable. Elle me disait que j'arrêtais pas d'en parler, que j'avais que ce sujet à l'ordre du jour. Elle voit bien que c'est vrai que ça me travaille même la nuit, donc je vois Oui. bien que ça l'énerve, que je me réveille la nuit. Hmm. Donc je pense qu'elle, elle aimerait bien que je change de place. Hmm. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, parce que je vois bien aussi que mes filles, peut-être aussi aimeraient bien que ça s'arrête, hein, parce qu'elles voient qu'il y a des conflits des fois avec ma femme, autour, enfin, quand on commence à parler de Marion, on s'excite déjà tous les deux, et puis, et puis après les filles, elles voient qu'elles peuvent pas en placer une. Je pense que les filles aimeraient bien aussi que je change de place. Ah, ça Ok. c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Mais en fait, vous me faites comprendre, Grégory, que en fait, l'inquiétude vous relie, quoi. Et que peut-être il serait temps que vous vous préoccupiez, tiens, de comment ça vous met en relation, et peut-être d'imaginer qu'il est temps d'en parler ensemble. Ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. C'est sûrement une de mes phrases préférées à entendre dans une intervention, c'est « j'avais pas vu les choses comme ça ». Il y a quelque chose qui est pris du recadrage, et évidemment le recadrage fait par l'intervenant, il est totalement systémique, c'est-à-dire que là on était passé sur le comportement aberrant de Marion, on a ouvert sur comment les peurs circulent, comment chacun a peur pour quelqu'un d'autre dans cette famille, et comment le problème de l'un devient le problème de l'autre, etc., etc. Donc c'est question de relation, de codépendance, etc. Voilà. Et on peut même imaginer que, à la suite de cet entretien, Grégory arrive avec ça dans sa famille
et commence à activer des choses relationnellement et fasse des expériences positives de ok, tiens, il y a des ouvertures possibles de pouvoir parler de l'inquiétude. Et là, ça change complètement la donne. C'est pas sa représentation, c'est une représentation qui est collective. Oui, oui. Tu es en train de dire que s'il change sa manière de voir la situation, il va en parler autour de lui, où il va se comporter au regard de la construction qu'il a, Exactement. et donc ça va générer un changement bien supérieur à lui. Il va filtrer d'autres informations qui vont confirmer que ça ne lui appartient pas à lui tout seul, mais que c'est une affaire de système. Mais de façon circulaire, les autres, ils vont être aussi influencés par son changement à lui. De fait. Ok. Donc le recadrage, c'est vraiment pas une histoire individuelle. Le recadrage systémique, c'est vraiment une histoire de système et de mobilisation du système entier, quoi. Ouais. Okay. C'est une famille qui est en train de s'inventer une nouvelle histoire avec de nouveaux filtres et donc une nouvelle représentation de comment ils sont en relation. D'accord. Ok. Est-ce que là, on vient de parler autour de cet entretien fictif là, qui a permis de faire des coupes pour regarder précisément ce qui se passait. Est-ce que comment vous pourriez nous parler d'expériences que vous avez tous les deux là côté famille, où il y a des recadrages? Comment ça se passe? Quels souvenirs vous pourriez nous donner de recadrage? Déjà, on n'a pas le même cadre, parce que des fois, toi, quand tu es en salle ou quand c'est moi qui est en salle, on a une petite lucarne, en fait, juste pour vous expliquer, ceux qui ne connaissent pas le dispositif. Le dispositif, c'est que traditionnellement, en thérapie familiale, on utilise, et c'est aussi un héritage de l'école de Palo Alto, une glace sans teint. C'est-à-dire qu'on a une espèce de petite fenêtre, voilà, avec une glace sans teint qui permet à l'intervenant, qui est derrière la glace sans teint, d'avoir une information un peu différente. Un peu comme votre œil gauche ne voit pas exactement ce que voit votre œil droit, ça permet de remettre en perspective des choses et on peut communiquer ensemble pour s'offrir un autre cadre, élargir. Ok. Donc dans ces entretiens, vous n'occupez pas le même point de vue, donc il y a de la différence, vous faites circuler de la différence. Ouais. Ok, et donc rien qu'entre vous, il y a déjà des histoires de recadrage. De fait. Oui. Ouais. Ok. Oui. Okay. Oui, la perception est très différente dans les deux endroits, et donc forcément ça vient nourrir nos façons respectives de percevoir la confrontation des différences. Ok, c'est ça. Mais ça nécessite, effectivement, tu parlais d'affiliation, sans doute que pour faire circuler cette différence, d'une relation très claire et fonctionnelle, quoi. Et où il y a de la sécurité. Oui. Il y a de la sécurité. Oui. Il me vient, du coup, parce que ta question c'était comment on fait, alors il y aurait plein d'exemples, mais il me vient un exemple là où justement ça illustre bien ce que tu dis sur l'affiliation. C'était une situation avec deux adolescentes, et pour plein de raisons, l'état de santé de l'aînée pouvait être assez préoccupant, et on avait bien compris comment ça faisait des années que tout tournait autour de l'aîné. Et que au niveau relationnel, tout était organisé autour non seulement de l'aîné, mais presque des symptômes de l'aîné, du trouble. Et il y avait cette place très particulière. Et en accord avec Mako, qui ce jour-là c'était pas Jean-Luc, mais c'était Annick, j'ai mené l'entretien en m'intéressant quasi exclusivement à la cadette. Et c'est un recadrage systémique dans le sens où j'ai pas expliqué quoi que ce soit à la famille, mais en m'intéressant exclusivement à la cadette, eux aussi ils ont commencé à s'y intéresser. J'ai fait du circulaire. Et ce qui me faisait le lien, c'est que sans une solide affiliation, ils n'auraient pas accepté cette expérience que je leur proposais. C'est-à-dire qu'au début, d'ailleurs, il y a eu une ou deux tentatives pour me ramener sur l'aîné, mais j'ai tenu le cap, et ils ont accepté de vivre ce que je leur proposais, c'est-à-dire de se centrer sur leur fille cadette, ce qui se passait jamais, sans doute parce que l'affiliation était de mon niveau, quoi. Oui. Mais, donc dans ton exemple, en tout cas, le recadrage, ça peut être directement même l'entretien. C'est-à-dire ils viennent avec un cadre, et toi, l'entretien que tu vas mener, ça va faire émerger une autre vision du monde, de leur système, du fonctionnement de leur système. C'est ça. Okay. Et c'est le processus même de l'entretien, j'entends, qui fait que ça peut être acceptable. C'est-à-dire que l'affiliation, le processus qui construit l'affiliation, permet à cette famille de regarder ou d'accepter que le problème peut être déplacé à un autre endroit. C'est ça. Ok. Et il est probable qu'à l'issue de l'entretien, les gens ont dit on n'avait pas vu les choses comme ça. Oui, ils l'ont pas dit, ils n'ont pas prononcé cette phrase que j'aime tant, mais ils ont montré. Le père a appris des choses sur sa fille cadette, par exemple. Et il a dit, je savais pas.
Ok, c'est venu faire information C'est pour ça. eux, quoi. Ok. Ou à D'accord. propos, ça me fait penser, tu te rappelles la famille, tu sais, qu'on avait accueilli, il y a 2 parents, 2 enfants, et oh, c'était super ça. Il y avait, tu sais, une histoire de jeu, tu vois, on avait inventé un jeu, et où ils étaient, tu sais, les plus mauvais, ils pensaient être les plus mauvais parents Oui. du monde, tu vois, Oui, je vois bien. Ouais. Je vois bien. Moi, je sais pas trop raconter les trucs, mais C'est ça, débrouille-toi. je le fais bien. Merci, Jean-Luc. Ça, c'est un recadrage. C'est un jeu relationnel entre Alors, nous. oui, effectivement, je me rappelle bien cette famille. Alors, du coup, effectivement, on l'avait accueillie ensemble et donc j'étais en salle avec cette famille, avec des parents et des adolescents, et il y avait une espèce de jeu où les parents se vivaient vraiment comme de pas bons parents, ce qui était confirmé par les revendications incessantes de leurs enfants et les récriminations. Enfin, ça n'allait jamais, c'était jamais assez bien, c'était jamais ils avaient assez beau. construit un système de représentation qui collait parfaitement à leur représentation de être vraiment des mauvais parents, quoi. C'est ça. Là, je suis un mauvais intervenant focus parce que je viens de faire exactement ce qu'on a dit qu'il fallait jamais faire en aucun cas. Désolé pour les oreilles des internautes. C'est-à-dire taper dans la table. Taper dans la table. Et donc là, c'est des parents, ils ont des enfants, ils se considèrent comme des mauvais parents, c'est ça? C'est ça. Et des enfants qui les aident bien, sans doute, à se considérer comme des mauvais parents et qui se comportent aussi comme des C'est mauvais ça. enfants. C'est ça. C'est ça. Ok, C'est donc ça. par boucle, ils devaient amplifier ça, quoi. C'est ça. Complètement. Et il se passe quelque chose qui est aussi, je dirais, c'est systémique parce que aussi, ça me touche d'une certaine façon de voir ces parents se dévaloriser, s'auto-disqualifier, etc. Et puis, donc je sors pour l'interruption de séance. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec nos méthodes de travail, à la fin de l'entretien, il y a une interruption de séance où les deux thérapeutes justement vont confronter leur point de vue sur la situation pour bâtir la conclusion et éventuellement proposer une tâche à la famille. Et là, je ne saurais pas me souvenir exactement. Oh, tu as marché comme tu fais d'habitude, voilà. Tu penses en marchant, tu marches en pensant, je sais pas trop. Mais en tout cas, très rapidement, ce que je me souviens, c'est qu'il y a une espèce de jeu de ping-pong relationnel entre nous qui a fait que voilà, c'est a émergé en fait une tâche un peu folle, quoi. Oui, la tâche a consisté, en fait, donc on a co-construit ça, mais aussi à partir des éléments qui avaient émergé entre la famille et nous. Et, on avait perçu, tu te rappelles, pas mal de paradoxes dans la manière dont l'information circulait entre eux, ce qui se montrait, ce qu'ils en faisaient. C'est ça. Et c'est peut-être ça qui a... C'est peut-être ça qui nous a amené à cette tâche un peu paradoxale, et puis notre côté joueur aussi, sans doute un peu. Et là aussi, l'affiliation est importante parce que effectivement, la tâche, en gros, je peux dire que j'avais bien vu comment la situation était compliquée, que c'était difficile de se vivre comme des mauvais parents, c'était aussi difficile d'être des adolescents avec des mauvais parents. Et la tâche que nous avons proposée était à peu près celle-ci, c'est que entre ce moment-là et la rencontre suivante, dans un mois, quoi. Toutes les semaines, c'est-à-dire 4 fois, les parents devaient se comporter comme les pires parents du monde. Sans introduction de violence, bien évidemment, mais vraiment se comporter comme les pires parents du monde. Et la tâche qui a été donnée aux enfants, c'est d'être très attentif à ce qui se passait tous les soirs et d'essayer de deviner quel soir avaient choisi leurs parents pour jouer le rôle des pires parents du monde. Voilà, à peu près. Oui, ils sont partis avec ça, en fait. C'est ça. Un peu étonné quand même. Oui, c'est ça. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que dès la salle d'attente, à l'entretien suivant, on a senti une famille qui était très détendue. Et l'exploration de la tâche a amené beaucoup de joie, et là, du coup, de la joie et des rires et une complicité qui touchait tout le monde, c'est-à-dire parents et enfants. Et donc, ils nous ont raconté avec beaucoup d'amusement comment ils s'y étaient pris pour être les pires parents du monde. Alors, par exemple, faire manger des brocolis à leurs enfants alors qu'eux s'étaient fait livrer des pizzas succulentes. C'était pizza télé, pour... C'est ça, pizza télé, enfin des choses comme ça. T'es dans la cuisine. Et les parents on a failli appeler l'ASE, d'ailleurs. C'est ça.
Les enfants qui, avec beaucoup d'amusement, ont dit que vraiment ils n'avaient eu aucune difficulté à voir à quel moment leurs parents jouaient à être les pires parents du monde. Mais ce qui était vraiment assez facilement observable, c'était combien ce jeu-là avait modifié quelque chose dans leur relation. Peut-être pourrais éclairer ça un peu plus théoriquement. Non. Non, tu peux pas. Si, bien sûr. Donc, on pourrait regarder, au fond, qu'est-ce qui s'est passé dans la logique de relationnelle qui est la leur, hein, avec ce premier cadrage qui est ce dernier, c'est on est les meilleurs parents du monde, on a l'impression dans cette famille qu'on n'arrive pas à gérer, etc. Et puis le moment où ils arrivent complètement enjoués, d'abord qu'ils repartent avec une tâche et puis qu'ils reviennent complètement enjoués, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ? Et en fait, on s'y attendait pas vraiment parce qu'on ne sait jamais si les gens prennent au fond, hein, comme disait Fabrice tout à l'heure, si les gens prennent vraiment. Donc là, on s'était appuyé sur une affiliation assez forte. On n'était pas certain qu'ils y arriveraient, mais voilà, c'était plutôt quelque chose d'amusant en tout cas. Bon. En fait, qu'est-ce qui passait, c'est que le niveau logique, en fait, qui était de les inviter à jouer, c'était de les inviter surtout à ce qu'on appelle une tâche de comme si. Hein, c'est comme si vous étiez vraiment les pires parents du monde. Vous allez faire comme si c'était réel, quoi. Alors, on sait bien que c'est du théâtre. Hein, en fait, on les invite à jouer, à avoir un rôle, à mettre en scène un truc complètement bizarre. C'est de choisir un jour dans la semaine ou 2 jours dans la semaine pendant lesquels ils vont jouer à être les pires parents du monde. Alors, au-delà de la tâche paradoxale elle-même, pour jouer ça, il faut monter à un niveau logique supérieur. C'est ce qu'on exprimait tout à l'heure, c'est que pour pouvoir jouer, ça suppose de pouvoir regarder, mais comment on joue, quoi. Et le fait de regarder à un niveau supérieur comment on joue, ça permet de déconnecter complètement le jeu lui-même, qui est réel, hein, on est les pires parents du monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens voient qu'ils jouent et qu'ils peuvent jouer ensemble, et que les enfants eux-mêmes rentrent dans une relation ludique avec eux, hein, et qu'en plus leur job c'était de vérifier, de deviner quel était le jour, ce qui était relativement simple pour eux, parce que c'était tellement caricatural que... Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fond, ils ont dit, ok, ça c'est un jeu. Mais ça veut dire que les jeux précédents, dans la vraie vie, hein, hormis ce jeu un peu idiot qu'on leur a proposé, ça aussi c'était un jeu. Ça veut dire qu'à partir du moment où on les a amenés à jouer, c'est-à-dire en amplifiant l'idée qu'ils étaient de mauvais parents, sous forme de jeu, ils pouvaient regarder aussi les jeux précédents comme un jeu. Un peu comme faisait Bateson avec ses dauphins, il était biologiste, et où il apprenait des choses un peu particulières à ses dauphins, et où il percevait qu'eux-mêmes, pour jouer, devaient s'envoyer des informations comme ceci est un jeu. Donc le fameux « ceci est un jeu », c'est ça qu'ils se sont montrés les uns les autres, et ils sont revenus avec ça. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a pu vraiment les amener à regarder c'est quoi les règles de communication qui étaient les leurs, et surtout comment ils jouaient ensemble à se faire mal. Et en regardant, ok, c'était quoi leur relation et les règles relationnelles qui les unissaient. On a pu même regarder, au fond, dans ce travail, dans le système d'intervention, c'était quoi les règles d'engagement qu'ils avaient avec nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut regarder que toute relation est un jeu relationnel, alors des jeux qui, je vous l'accorde, ne fait rire personne des fois, mais il y a un jeu relationnel, c'est-à-dire qu'il y a une espèce une activité circulaire qui crée et fait émerger de la souffrance. Ils sont revenus avec une nouvelle représentation de leur relation où il y avait moins de souffrance. Ça n'a rien changé au fait. Ça a juste changé leur représentation. La définition de Paul Václavic était très simple à ce niveau. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens arrivent avec une représentation douloureuse de la réalité, le recadrage consiste simplement, et là il est relationnel puisqu'il est systémique, à construire systémiquement une relation, une représentation moins douloureuse de la réalité. La deuxième représentation n'est pas plus réelle ou vraie que la première, elle est juste moins douloureuse. Voilà.
Quand tu dis ça, ça me fait effectivement écho à Batson avec quand il s'intéressait à différencier ceci est un jeu ou ceci est une attaque. Parce Exactement. qu'il y a une différence. Ouais. Et quand je t'écoute, là, je me dis qu'effectivement, la famille que vous avez suivie tous les deux, là, avec la tâche que vous avez proposée, vous leur proposez vraiment un changement, de sortir de leur cadre de référence et pour regarder la même chose, mais à l'extérieur de ce cadre de référence. C'est ça. C'est ça, ok. Et là, C'est- ça amène du changement. Je C'est dirais 9 que points. ouais, C'est c'est 9 ça. points. On leur propose pas ça. On leur propose d'expérimenter quelque chose. Ouais. Et c'est la base de leur expérimentation qui se fonde sur la confiance qu'ils nous font et l'affiliation qui nous font de les accompagner vers un changement qui fait qu'ils s'autorisent à expérimenter ça. Ok. Et c'est de l'expérience que émerge ce qu'un auteur appelait une expérience émotionnelle corrective et surtout corrective de quoi? De leur relation. Ok. Là, on est vraiment du côté d'un nouvel apprentissage. Ouais. Et c'est ça qui est, tu l'as dit tout à l'heure, Fabrice, mais dans le recadrage, c'est pas seulement recadrer une réalité, c'est vraiment faire une Ouais. expérience relationnelle différente, C'est ça. regarder Et donc, il y a vraiment déjà, c'est en soi une intervention. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que même, au moins, le cadrage et le recadrage, que c'est assez intellectuel, c'est une lecture de la situation. Et là, ce que vous êtes en train de nous montrer, c'est comment le recadrage, c'est une intervention en soi qui va amener une modification. Fabrice, en préparant ce focus, on a parlé des préalables. Alors là, je ne voudrais pas te piéger, mais c'est assez vache. Parce que là, vas-y, je te regarde. Mais je trouvais que c'était assez intéressant que tu as parlé de l'échange téléphonique, parce qu'à côté famille, les gens, ils laissent un message sur le site internet avec leurs coordonnées, et ils savent qu'ils vont être appelés, qu'il va y avoir un entretien téléphonique où on va les regarder le programme qui est proposé lorsqu'ils nous demandent une thérapie familiale et conjugale. Et donc, il y a un entretien de 20 minutes. Et alors, est-ce que tu aurais des souvenirs comme ça d'un entretien, alors pas trop évidemment, mais d'un entretien où il y a un recadrage qui s'opère? Parce que je me dis que dans cette conversation téléphonique, de toute façon, tu amènes les gens à regarder les choses autrement. Alors, je vais avoir du mal à me souvenir d'un. Je me souviens très bien qu'on en avait parlé d'un préalable, mais c'était déjà il y a 1 mois et demi, donc c'est un peu loin, quand on a commencé à préparer cette soirée. Un type de recadrage que je trouve qu'on est beaucoup amené à faire lors de ce contact préalable, c'est des types de demandes où on sent assez rapidement que ce qui est demandé, c'est ce que j'appelle moi une thérapie individuelle en public. C'est-à-dire qu'on a une demande avec quelqu'un qui dit ben voilà, c'est mon fils qui souffre de ceci ou de cela, et où tout est focalisé sur le patient identifié, qu'il faut changer, qu'il faut. C'est lui le problème. C'est lui le problème. Et que du coup, effectivement, en l'état, ce n'est pas une demande recevable pour côté famille, parce que si c'est lui le problème, c'est de l'ordre d'une thérapie individuelle. Et donc, pour commencer à préparer le terrain à ce que la famille s'implique dans ce qu'on va leur proposer, il faut absolument amener un début de recadrage systémique, c'est-à-dire on va regarder non plus le problème comme étant le problème de l'enfant. Ça me rappelait maintenant, ça me revient un peu qu'il s'agissait d'un enfant très agité, très revendicatif, très turbulent, mais où on va commencer à regarder, à aider la personne qu'on a au téléphone à regarder ce qui se passe au niveau relationnel autour de cet enfant, pour ne pas être uniquement sur le problème de l'enfant, parce que si c'est que le problème de l'enfant, cette définition du problème, cette vision du problème n'est pas utilisable pour nous, à côté famille. Elle est utilisable dans d'autres endroits et tout à fait respectable, mais elle ne sera pas utilisable pour nous à côté famille. Donc, voire même, elle pourrait amplifier le problème, parce que je me dis que si ces gens-là viennent pour sauver, soigner leur garçon qui s'agite, s'ils sentent tout l'intérêt des parents, des frères et sœurs autour de lui, ça va foutre de la pression dans la salle et il va s'agiter, il va nous montrer que... Et puis on va tous désarmer face à son agitation. Ouais. Et donc comment faire à ce moment-là quand on pourra amener il voit la situation autour de l'enfant, et donc c'est quoi par les jeux de questions que tu peux avoir autour de comment chacun vit la situation? Oui.
Ok. Les questions j'aime bien quand tu me poses des questions où la réponse est dans la question. C'est plus commode. C'est plus commode. Mais tout à l'heure, on l'a vu avec Jean-Luc, avec le thérapeute, et Grégory. Jean-Luc a amené des questions relationnelles, et du coup, au téléphone, c'est ça qu'on peut faire. C'est ok, mais quand votre fils s'agite comme ça, qu'est-ce qui se passe pour votre mari, et qu'est-ce qui se passe pour vous qui regardez votre mari réagir comme ça. Donc, on va comme ça amener de l'information sur leur relation. De l'information. Mais en tout cas, oui, c'est ça, les amener à regarder leur relation plutôt que le symptôme. C'est ça. Donc c'est à peu près par le même jeu de questions que ce qu'on a vu Jean-Luc faire tout à l'heure. Ok, d'accord. Et donc ça mène un nouveau recadrage que tu construis avec la personne au téléphone, qui fait que elle, à ce moment-là, elle va raccrocher et elle va partir avec cette nouvelle vision. Et donc elle va en parler autour d'elle. Oui. Et donc forcément, quand ils viennent, effectivement, ils sont déjà plus les mêmes que... Oui, c'est vrai qu'on va conclure, je vais conclure rapidement, mais je ne suis pas le seul à côté famille. Je vais souvent conclure l'entretien par ce que je propose, c'est-à-dire que je n'inscris pas directement la famille sur la liste d'attente. Souvent, je demande, je vous propose que vous en reparliez avec votre famille, et puis là, vous discutez si vous voulez venir ou pas. Maintenant, vous savez à quoi vous allez. Et du coup, ce petit détour, et puis ensuite, vous nous confirmerez votre demande. Ce petit détour, il a pour fonction justement de commencer à faire travailler, c'est-à-dire à partir de cette nouvelle vision qui a été proposée, ou en tout cas largement incitée, qu'elle commence à se répandre dans le système. Okay. En t'écoutant, je me dis que ça va drôlement vite l'affiliation, parce qu'au téléphone, tu t'affilies rapidement pour construire avec eux ce recadrage. Parce que si jamais c'était ton recadrage à toi, elle ne le prendrait pas, et la personne au téléphone ne le prendrait pas, et la conversation téléphonique va vite s'arrêter, quoi. Ouais. On est d'accord que ça ne marche pas à tous les coups, Damien. Je suis vrai. Oui, parfois, quand ça fonctionne bien, effectivement. Mais bon, il peut arriver que justement le recadrage, ça ne fonctionne pas, la personne n'accepte pas de suivre, parce que l'affiliation n'est pas suffisante et que j'arrive pas à créer cette affiliation. Ça. Mais ça, peut-être que justement, ça veut dire que aussi il y a quelque chose qui est peut-être pas prêt pour une thérapie familiale. Oui, c'est possible. Quand les gens s'accrochent vraiment à une vision très individuelle d'un symptôme, c'est que vraiment il y a des peurs à vouloir toucher les relations. Donc c'est aussi à nous de respecter ça. Un individu dans la famille peut changer le cadre de ses représentations, peut élargir son cadre, mais il est vite rattrapé par le cadre du système. C'est-à-dire que la représentation, pour que le système puisse changer de représentation, ça suppose qu'il soit prêt à le faire, ce qui n'est pas le cas des fois. Est-ce qu'on a fait le tour des situations que vous pourriez présenter ? Enfin, je pense qu'il y en a sans doute beaucoup, mais... On peut en trouver plein, mais peut-être les gens ont des questions. Alors, ça vaut le coup. On va regarder les différentes questions. Alors, il y a 3 questions pour l'instant. Quand le patient opère seul un recadrage, n'est-ce pas un signe d'affiliation ? Moi, je peux répondre. On pourrait la comprendre de 2 manières différentes, cette question. C'est-à-dire que, comme ça s'est produit un peu tout à l'heure, là, en fait, dans l'entretien avec Damien, le processus relationnel a fait que, à un moment, Grégory a lui-même fait une espèce d'auto-recadrage, c'est-à-dire qu'il a donné au thérapeute l'idée que lui-même élargissait son cadre. Certainement qu'il a pu le faire à partir du moment où, sur la base plutôt, de la confiance qui s'est construite, ça c'était pas un premier entretien, on peut supposer qu'il y avait une série d'entretiens sur lesquels il travaillait déjà depuis un moment, donc cette affiliation a pu l'autoriser à cheminer dans sa représentation individuelle. Par contre, est-ce que c'est un signe de l'affiliation ? On pourrait le penser. Maintenant, est-ce que cette affiliation est suffisamment puissante, je dirais, pour que Grégory puisse amener cette information et change le niveau des relations dans sa famille, qui pourra inviter sa famille à venir dans un deuxième temps, et où le travail de recadrage se fera de la même manière sur la base de l'affiliation, non plus avec Grégory, mais avec les autres membres de sa famille. Je ne sais pas si ça répond...
Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'on pourrait définir ce que c'est que l'affiliation? Ok, oui, bah oui. Moi, j'appelle ça alliance thérapeutique. Ok. Et alors, ouais, l'alliance thérapeutique, ça serait quoi? Pour moi, c'est toutes les techniques qui vont nous permettre de rejoindre la personne. Oui, Lisa va sûrement me dire qu'il faut que j'aille par là. Pardon. Qui va nous permettre de rejoindre la personne, de lui donner des signaux comme quoi on peut comprendre sa vision du monde. Comprendre, c'est pas forcément être d'accord, hein, mais en tout cas qu'on est à l'écoute de ça. Donc, ce sont toutes les techniques qui vont nous permettre de créer un climat de sécurité qui fait que la personne va se sentir entendue, comprise, là où les personnes évidemment, et que cette sensation d'être entendu et compris va donner de la sécurité, ce qui va nous permettre de proposer des choses un peu déstabilisantes, et ce qui va permettre à la personne de nous suivre quand on lui propose des choses de ce genre-là. Oui. Tu peux ça répondre. Oui. Ouais. Moi, j'aurais là, ce qui va peut-être parler aux personnes qui viennent en formation à Forcifa. Pour moi, l'affiliation, c'est déjà une émergence relationnelle. C'est-à-dire que l'affiliation ne dépend pas de l'intervenant ou de la personne qui est accueillie ou de la famille qui est accueillie. C'est quelque chose qui va émerger de leur relation. Nous, on parle d'espace médian. C'est-à-dire que l'affiliation, c'est une caractéristique, on va appeler nous une qualité émergente de la relation, et qui nous permet de se rejoindre. Par contre, pour qu'il y ait une émergence, il faut qu'il y ait une implication. Je m'implique, ce qui invite la personne à s'impliquer à son tour. L'implication, la part active de l'un, la part active de l'autre, l'implication de l'un, l'implication de l'autre, va générer un espace qui ne sera pas réductible à l'un ou à l'autre. C'est le plus de la relation. Comme une mayonnaise, c'est le plus de la relation d'un jaune d'œuf, de l'huile et de la moutarde. On ne peut pas réduire une mayonnaise à l'un ou à l'autre. Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'affiliation, c'est créer ce plus de la relation. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre l'autre tout en étant différencié. Voilà. Et cette affiliation, elle est fondamentale parce qu'elle va permettre l'émergence aussi, pour aller plus loin, près d'un projet d'accompagnement, d'une redéfinition. Et comme là, dans ce qu'on a dit ce soir, effectivement, pour qu'il y ait un recadrage, et un recadrage systémique, ça repose sur cette affiliation. S'il n'y avait pas l'affiliation, ça ne serait que la part active de l'un, voire la part active de l'autre. Ça ne serait pas quelque chose qui va émerger, donc ça va pas marcher. Les gens, ils vont pas s'y retrouver. Voilà ce qu'on pourrait dire sur l'affiliation, qui est vraiment un concept clé dans l'approche systémique. Le patient s'approprie le mécanisme de déplacer son regard apporté par le thérapeute. Alors, oui, mais ça c'est une question. C'est une question, il y a un point d'interrogation. Ah oui, il y a un point d'interrogation. Donc c'est une question. Ça c'est. De déplacer son regard apporté. Si je raccroche ça à l'exemple que je donnais tout à l'heure avec une famille qui était complètement centrée sur l'aîné, je ne sais pas si c'est de ça dont la personne veut parler, mais effectivement, moi, en déplaçant mon regard vers Lisa, qui me fait des grands signes, en déplaçant mon regard de l'aîné vers la cadette, j'ai invité effectivement le reste de la famille à s'intéresser à la cadette. Là encore, c'est bien l'affiliation qui fait que la famille prend le risque d'aller sur un chemin sur lequel elle ne va pas d'habitude. Donc, oui, je sais pas si ça répond à la question, mais... Moi, je le comprends de manière un peu différente. Enfin, c'est un peu comme si le travail relationnel qui s'appuie sur l'affiliation, comme l'a dit Damien, permet d'impliquer l'autre dans l'acceptation de déporter son regard sur autre chose. C'est pas juste un effet de distraction, c'est porter, ou l'inviter plutôt, à porter son attention sur un autre objet qui est fait à la fois partie de son problème, mais qui élargit son cadre. Un peu comme les 9 points, exactement ça. C'est de dire, ok, est-ce qu'on ne peut pas penser plus large et inviter, par les phénomènes justement en interrogeant les relations, à impliquer d'autres membres de la famille, d'autres membres de son système, qui inclut bien souvent le problème. Voilà. C'est comme ça qu'on passe du symptôme au problème.
Ok. Il y a quelqu'un qui parle de technique. Ces tâches confiées sont-elles en lien avec ce qui est appelé la technique ordalique? Est-ce que là, tu Ouais. pourrais, Jean-Luc, peut-être pour Mm. tous, dire ce que c'est que la technique ordalique? Alors une technique ordalique, c'est une technique de défi. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup dérivé du travail d'Erickson et de l'école stratégique en général, hein, Palo Alto, qui a beaucoup hérité aussi du travail d'Erickson, enfin bref. Mais la technique ordalique, c'est une technique de défi qui s'appuie, comme le faisait Erickson par exemple, sur l'idée que, ok, peut-être le patient n'est pas prêt, donc on va lui dire qu'il n'est pas prêt. Alors que lui-même fait parfois des efforts pour dire bah, si je suis prêt à m'engager, etc. Et exprès, l'intervenant lui dire de manière très inattendue ben non, vous n'êtes pas prêt, revenez plutôt quand vous serez prêt. Alors ça fâche un peu, quoi, hein, ça vient piquer l'idée que alors, bah oui, si je suis prêt, je veux lui démontrer que je suis prêt. Et la technique de défi, c'est ça. Un peu comme quand on dit bah tiens, Lisa, t'es pas cap. Voilà. Ça marche, ça, Lisa, ça marche, ça, quand on te dit t'es pas cap. Et ben, ça marche aussi avec les patients. Et souvent, vous aurez remarqué que les patients sont très contrariés. On leur dit vous n'êtes pas prêt, et tu vas voir si je suis pas prêt, tiens. Ouais. C'est un truc un peu ado, mais n'empêche que, pourquoi ils faisaient ça? Ben, une technique ordalique, ça suppose que, et c'est une forme de recadrage au fond, c'est de dire, dans le cadre qui nous lie tous les deux, j'estime que moi, vous n'êtes pas prêt à rentrer dans mon cadre ou à travailler avec mon cadre à moi. Ça n'empêche pas que vous êtes motivé, mais pas pour travailler avec moi, en tout cas pas suffisamment. Ce qui fait que la personne, en recevant ça, va de rechef créer une amplification pour dire tu vas voir si je ne suis pas prêt. Et les patients d'Erickson, souvent, mettaient beaucoup d'énergie en disant quoi qu'il arrive, ça fait la 3e fois que vous me dites que je suis soi-disant pas prêt, je sortirai de votre bureau que lorsque vous me direz que vous êtes prêt. Avec beaucoup de colère, il le disait. Et là, Erickson, très placide, leur disait ok, là vous êtes prêt. Il y avait aussi le coup du scopic, je crois, avec Erickson, ah oui. Quand il recevait des couples. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, ça c'est une autre technique ordalique, c'est-à-dire qu'à côté de Phoenix, il y a un mont qui s'appelle le Scopic, et qui est assez ardu apparemment, avec la chaleur qu'il fait du côté de Phoenix, même dans les années 80 où bossait Erickson avant de mourir. Ça devait être un endroit quand même pas simple. Donc lui, souvent pour faire en sorte que les gens qui voulaient travailler avec lui prouvent qu'ils étaient prêts, il les invitait à faire une tâche ordalique, un défi, à dire vous allez monter et redescendre le Scopic à telle heure ou à tel jour dans la semaine, etc. Et c'était la seule preuve qui pouvait valider que ok, ils étaient prêts. C'est-à-dire que s'ils étaient prêts à mettre de l'énergie à la hauteur de cette tâche, Erickson acceptait de pouvoir travailler avec eux. Ouais. Je crois qu'en plus le mont étant très haut, il y avait un effet aussi quand ils étaient arrivés tout en haut de revoir les choses d'un point de vue tout à fait différent. Ouais. Et que tout transpirant, en sueur, où ils avaient pu se fâcher en montant, ils regardaient qu'ils avaient été capables de faire ça, et donc déjà ils étaient en changement. Exactement. Okay. Donc c'est-à-dire qu'ils portaient, Erickson avait ce génie de pouvoir porter, alors c'est un hypnothérapeute à la base, mais un psychiatre et hypnothérapeute, il avait ce génie peut-être de déporter l'attention sur d'autres choses que le changement souhaitait. Okay. Et donc la question là, c'est de se dire que peut-être dans les tâches que vous proposez, à ce moment-là, quand vous proposez un recadrage, il y a une dimension ordalique avec les parents. Un peu, mais ça peut... pour donner un autre exemple d'Erickson, par exemple, sur le travail avec un couple qui avait soi-disant des problèmes sexuels, donc ils se rencontraient, on va dire, de moins en moins dans le lit. On pourrait dire que n'importe quel clinicien travaillerait sur le problème, etc. Lui, très rapidement, dit, voilà, moi je vous propose, madame, que vous mettiez la lampe de chevet de votre côté, et que vous, monsieur, vous alliez, que vous soyez chargé d'éteindre tous les soirs la lumière. Alors qu'est-ce qui se passait ? Forcément, pour éteindre la lumière du côté de madame, il devait évidemment se resserrer pour aller chercher l'interrupteur de la lumière, et ça occasionnait donc des rapprochements physiques qui, bien souvent, donnaient lieu à d'autres considérations. Ok. En tout cas, il y a l'idée que donc, pas nécessairement la tâche n'est pas forcément ordalique. Non, mais non. Okay. Et ça peut recadrer complètement
Ok. les relations. Ok. Est-ce que il y a la question, est-ce qu'un recadrage systémique peut s'inscrire dans une hypothèse de patterns relationnels familiaux? Qu'est-ce que tu en dirais là, Ouais, Fabrice? je Tu sais prends ta pas si- respiration. Oui, j'inspire. Je ne sais pas si elle s'inscrit dedans, mais en tout cas, c'est bien parce qu'on a une hypothèse qu'on va pouvoir proposer un recadrage. Le recadrage qu'on va proposer, il est relié à notre hypothèse, c'est-à-dire à une représentation de ce que vit la famille. Et effectivement, moi, bah oui, dans les exemples qu'on a donnés, il y avait des patterns, que ce soit la famille où les parents se vivaient comme des mauvais parents et où les enfants leur disaient du matin au soir qu'ils étaient des mauvais parents, qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Exactement. Et des patterns relationnels où, Oui. quand on est complètement centré sur un des membres de la famille en oubliant tous les autres, tout ça, c'est des patterns relationnels. Et ces patterns, c'est parce qu'on a une hypothèse sur ces patterns qu'on peut proposer un recadrage. Ok. Ce que je me dis en t'écoutant là, c'est que quand tu poses des questions aux personnes, forcément tes questions sont téléguidées par les niveaux d'hypothèse systémiques. Tu poses pas n'importe quelle question. Enfin, je crois pas. Non, peut-être Pardon, pas. c'est difficile de rester sérieux jusqu'à 22 heures. Oui, non, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire c'est vraiment une boucle. C'est-à-dire que c'est à la fois les réponses à ces questions qui m'aident à bâtir mes hypothèses, et évidemment mes hypothèses orientent mes questions, parce que mes débuts d'hypothèse vont me donner envie d'en savoir un peu plus sur tel ou tel aspect. Et donc ça marche vraiment dans les deux sens. Mais en tout cas, c'est dans ces deux sens-là, ok, sur tes hypothèses, que va émerger un recadrage. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un recadrage qui sort de nulle part, Non. ça sort de ton questionnement systémique. C'est une fonction émergente et une relation. C'est ça. C'est émerge de ce jeu de questions-réponses une vision, une compréhension, on appelle ça une hypothèse, sur le fonctionnement du système. Et donc, du coup, à partir de là, je peux bâtir, nous pouvons bâtir un recadrage, c'est-à-dire une nouvelle façon d'organiser tous ces faits, tous ces éléments différents en fonction de l'hypothèse qu'on a. Ok. Et donc, il y a une autre question, c'est comment recadrer positivement un refus de changement? Déjà, on ne l'appelant pas comme ça. Ouais, alors vas-y. Ouais. Je sais pas, parce que refus de changement, c'est on prête une intention négative à l'autre. Moi, je l'entends comme ça, c'est-à-dire, je me dis, tiens, si ça peut m'arriver, hein, d'être face à quelqu'un et de me dire, bah oui, cette personne vient me voir pour changer, mais elle refuse de changer. Mais c'est vrai que si je reste à cette perception-là, sans doute ça va être compliqué pour moi d'aider la personne. J'ai peut-être intérêt à regarder ça différemment. Et du coup, moi, par exemple, un refus de changement, alors encore, il faudrait se mettre d'accord, mais parfois, en tout cas, je considère que c'est toujours à la famille de savoir si oui ou non elle veut changer. Et que parfois, elle dit vouloir changer, elle vient apparemment pour changer, mais on sent bien qu'il y a des forces très très importantes qui ont à voir avec la peur le plus souvent, qui vont venir bloquer les tentatives de changement. Et donc, je pense qu'une façon de recadrer positivement, c'est quand même de dire que la famille est experte d'elle-même et que si le changement semble difficile ou compliqué ou trop anxiogène, peut-être il y a d'excellentes raisons pour ça. Peut-être que moi, de ma place, je ne les perçois pas, je ne les vois pas. Mais ce n'est pas parce que je ne les vois pas ou je ne les perçois pas qu'elles n'existent pas. Et que tant que la famille ou la personne est en contact avec ses peurs, ses freins, eh ben, c'est OK que si la personne fait le calcul qu'il y a bien plus d'intérêt à ne pas changer qu'à changer, il m'appartient de respecter ça, parce que de toute façon, c'est bien elle qui vivra avec les conséquences du changement ou du non-changement. Ok. Dans ce que tu dis, il y a quelque chose dans l'approche systémique qui est important, c'est que il n'y a pas de... Si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, comme on a vu tout à l'heure que c'est interactionnel, c'est-à-dire que, comment on dit du côté de la psychanalyse, quand les gens, ils sont... mince.
ils veulent pas changer, Ah, la la résistance, résistance. la résistance. Oui, Le mot oui. résistance, qui a un vrai sens Oui. dans les concepts analytiques. Mais par contre, vous voyez, c'est un concept qui n'a pas de sens au niveau systémique. Parce que la résistance, ce serait comme si ça appartiendrait qu'à un. Et que, en tant qu'intervenant, on accompagne quelqu'un qui est résistant. Si quelqu'un, effectivement, comme un refus de changement ou quelque chose comme ça, témoigne de mettre de l'énergie à ne pas y aller, à ne pas changer, ce qui va être intéressant, c'est, je peux dire, bien sûr, ça lui appartient, mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder, mais comment moi, de mon côté, dans la relation avec cette personne, je peux l'aider à augmenter ces freins-là. Et la résistance, tout à l'heure, je parlais de qualité émergente dans l'espace médian, mais on a aussi des défauts émergents. Le défaut émergent est à comprendre comme quand on met beaucoup d'énergie. Plus je mets beaucoup d'énergie à quelque chose, plus on va considérer que c'est pas efficient. Et comme c'est pas efficient, on va considérer que ça va être du côté du défaut émergent. C'est pas qualité-défaut en termes de jugement de valeur, c'est en termes de regarder l'énergie qu'on met pour faire fonctionner quelque chose. Et donc peut-être que dans certains entretiens, effectivement, les personnes qu'on accompagne mettent beaucoup d'énergie à ne pas bouger. Mais ce qui va être intéressant, c'est de regarder comment moi je les accompagne à mettre beaucoup d'énergie, parce que j'y ai ma part. C'est une émergence relationnelle. Donc, autant le recadrage systémique, c'est quelque chose qui émerge. Si ça ne fonctionne pas, il faut, tu l'as dit très rapidement dans la soirée, hein, il faut lâcher. On n'est pas dans une vérité qui serait supérieure. On n'est pas là à faire des commentaires sur leur fonctionnement pour leur faire apparaître comment ils fonctionnent sans se rendre compte qu'ils fonctionnent comme ça. Je crois que c'est vraiment un jeu, une intervention, quoi. Je peux ajouter un truc, ouais, on a le temps là. Bien sûr, oui, on a encore quelques minutes. Ah oui. Moi, je ne suis pas contrariant en général avec les personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui me dit, ou qui me fait comprendre, en fait, plus exactement, parce que les gens viennent en thérapie, en général, on se dit, c'est quand même pour changer quelque chose, mais ils nous font comprendre que c'est difficile de changer. Moi, je leur dis, oui, vous avez parfaitement raison. Voilà, je les rejoins en disant, oui, le changement, ça pique, hein. Et ça pique même plus, c'est-à-dire que c'est plus douloureux, mais temporairement. Mais ils ont raison. Moi, je les rejoins. Hein. Je veux changer. Je regarde à deux fois, c'est quoi qui va changer, quoi. Ça peut être douloureux, le changement. Par contre, je le complète en disant, oui, vous avez raison, mais ne pas changer, c'est douloureux aussi, mais définitivement. Alors, ça les met dans une tension, voilà, devant un choix. Un choix qui est un peu cornélien, on va dire. C'est de dire, je veux changer, c'est douloureux, mais c'est même plus douloureux, mais temporairement, ou ne pas changer, c'est douloureux aussi, mais définitivement. C'est quoi que je veux. Voilà. Et des fois, je leur propose, même si ils sont OK avec ça, et puis une tâche. Alors, c'est des tâches, comme on dit, de continuation. C'est de dire, OK, je vois bien que le changement, puis on ne va pas aller trop vite, OK. Pour la prochaine fois, j'aimerais bien que vous puissiez regarder tout ce que vous aimeriez bien ne pas avoir changé. Quand vous voulez changer un truc, c'est que ça a à voir avec la représentation que vous avez un problème. Bien sûr, c'est ça que vous voulez changer. Mais ce que vous voulez changer, ça représente quoi? Allez, 1% peut-être de tout votre univers quotidien. Et donc, ça peut être très utile de regarder, tiens, mais qu'est-ce que les gens ne veulent pas changer? Posez-vous cette question aussi derrière votre écran. Est-ce qu'il y a... Vous faites deux bulles. Une bulle qui représente peut-être ce que vous aimeriez voir changer dans votre vie aujourd'hui, et une bulle qui représente tout ce que vous aimeriez bien ne pas avoir changé, parce que c'est OK, parce que ça roule, parce que voilà, c'est plutôt bien comme ça et confortable. Comparez les deux bulles, vous m'en direz des nouvelles. Ok, bon. Je crois, Lisa, tu me confirmes, mais je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Et il y a quelqu'un qui nous dit merci, intervention passionnante, ok. Cela m'a permis de trouver quelques idées pour accompagner différemment une personne que je rencontre. Bref, on est au travail, mais sans s'en rendre compte. Et je trouve c'est assez fabuleux cette remarque, parce qu'on voit que le recadrage a fonctionné à ce moment-là, puisque ça vous a permis de regarder cette situation sous un autre angle. Puisqu'on a épuisé les questions, et puis on a fait le tour des choses qui étaient importantes à partager ce soir autour du recadrage systémique. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour votre engagement, parce que ça fait maintenant plusieurs semaines que vous travaillez le focus. C'était pas un sujet si facile. Je sais que plusieurs fois dans les préparations, on s'est dit mais dans quoi on s'est engagé.
Mais en même temps, ça a été pour nous l'occasion justement d'avancer un peu plus et de clarifier nos idées et aussi de comparer autour de nos pratiques. Donc merci beaucoup pour vos engagements, Jean-Luc et Fabrice. Vous dire qu'on va se retrouver prochainement pour d'autres propositions d'intervention de notre association. Le prochain événement, c'est autour du secret professionnel, un outil d'intervention. C'est avec Laurent Puech le 24 novembre prochain. Et là, vous voyez, là aussi, on va avoir à faire un recadrage et sans doute aussi un recadrage systémique. C'est-à-dire que souvent, on a l'idée que le secret professionnel, ça vient empêcher l'intervention, limiter. On ne peut plus rien dire, on ne peut parce que on est soumis au secret professionnel. Et Laurent va nous montrer comment le secret professionnel, loin d'être un arrêt à l'intervention, peut être un véritable outil quand on le travaille avec les personnes autour de la notion de secret, la notion de frontière, et que ça peut vraiment permettre d'être un outil d'intervention au service des personnes, et que ça donne de la liberté de travail. Donc ça, je vous invite, si vous êtes intéressé, à venir à nous rejoindre, et ça sera à Nantes, à Délices, le vendredi 24 novembre prochain. Vous dire également que le prochain focus aura lieu en janvier, le 17 janvier prochain. Là, ça sera sur un autre outil analogique qui est le petit enfant intérieur, plus exactement l'utilisation systémique de la notion de petit enfant intérieur, avec Nadège et Catherine, nos deux collègues, qui viendront nous partager également comment on peut utiliser dans une intervention cette idée. Ça s'appuie également sur un des articles de la revue Sémaphore autour de l'utilisation du petit enfant intérieur. Donc ça sera le 17 janvier prochain, la métaphore du petit enfant intérieur. Et puis, je vous ai parlé de notre projet de travail d'équipe autour de la notion de l'intervention systémique processuelle. Comme vous le savez maintenant, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, toute l'équipe est au travail pour définir c'est quoi d'intervenir de façon systémique avec le processus d'intervention. Et la journée de printemps prochain, le 14 juin, on vous donne rendez-vous, si ça rencontre votre intérêt, autour justement de la question du processus. Et l'équipe fera un état des lieux de notre réflexion autour de l'intervention systémique processuelle, en faisant un aller-retour entre les concepts, qu'est-ce qui nous permet de penser le processus, comment ça s'inscrit dans une clinique, avec l'idée qu'en fin de journée, justement, vous puissiez, en tant qu'intervenant, vous aussi utiliser le processus systémique qui est en œuvre. Voilà les rendez-vous prochains de la conférence, le prochain focus. La journée systémique, et bien sûr, comme on en parlait il y a quelques instants au tout début, il y a aussi le mardi de Forcifa autour de le couple On connaît la chanson. Vous voyez, une pléthore d'interventions pour nourrir des événements, pour nourrir la vie associative à Forcifa. Ainsi va la vie à Forcifa. Je vous remercie, enfin on vous souhaite une bonne soirée, merci de votre soutien, et puis écoutez, à bientôt, à une prochaine fois. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.